Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'avoir deux auteurs que j'apprécie particulièrement pour leurs deux derniers livres. Londinium pour Agnès Mathieu Daudet, donc ce premier tome, Un lapin sous le dôme, et ensuite Victor Pouchet pour Mille nuits plus une, qui est illustré par Kilofer. Deux livres qui, au final, je pensais qu'ils n'étaient pas forcément très similaires, et au final, sincèrement, j'y ai trouvé beaucoup de choses qui pourraient être communes. La première, c'est votre intention. J'ai l'impression que tous les deux, vous avez eu envie d'écrire pour la jeunesse et de sensibiliser un petit peu les adolescents à des problématiques, à des thématiques sociales plus importantes que prévues. On parlera tout à l'heure des thématiques qui sont chères à votre talent d'écrivain. Mais votre intention, tout d'abord, tous les deux, quelle a été votre intention en écrivant tout simplement des romans pour adolescents? Agnès. Moi, je me rends compte que l'intention, elle est toujours a posteriori. C'est quand on en parle et que là, je vous écoute, je me dis, ah oui, oui, je vois tout de suite l'intention dans le livre de Victor ou dans le mien. Quand j'écris, j'écris et puis le thème va se mettre en place et l'intention aussi, mais je pense qu'elle n'est pas délibérée. Quand j'en parle après coup et là, je commence à parler de Londinium, je me rends compte qui a beaucoup d'intention. J'ai essayé de choisir un extrait à lire pour tout à l'heure et je vois qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses que j'avais envie de dire. Je me suis rendu compte peut-être qu'elle s'adaptait particulièrement à un public adolescent, ce que j'avais, quand j'ai commencé à écrire, je ne sais pas si l'histoire va être pour des adolescents. Je savais que c'était plutôt, je voulais jouer avec des codes de la littérature jeunesse. Je savais que je voulais aborder certains thèmes. Et puis au fur et à mesure, je me rends compte que les thèmes à la fois historiques et politiques, mais aussi de réflexion sur la place des animaux et les rapports entre humains et animaux, qui sont des thèmes, je crois, qui intéressent tout le monde aujourd'hui et pas particulièrement les adolescents. Alors pour les adolescents, il y a aussi tous ces thèmes qui correspondent à ce qu'on apprend à ce moment-là au collège, au lycée, notamment dans tout ce qui est historique, on pourra y revenir. Et il y a, je crois, aussi une réflexion plus large sur ce que c'est que de se métamorphoser. Donc, justement, dans ce rapport entre humains et animaux, devenir, parce que ce lapin qui va être au cœur de Londinium est un lapin qui veut, donc pas le lapin dont on parlait tout à l'heure, mais le lapin héros du livre, est un lapin qui veut évoluer, qui est toujours en train d'essayer d'aller contre sa nature. Évidemment, c'est une proie, c'est pas forcément très drôle d'être une proie. Il veut évoluer et je crois qu'il acquiert peu à peu des caractéristiques humaines, avec plus ou moins de succès. Et je trouvais que c'était peut-être aussi une allégorie de l'adolescence et de cette métamorphose avec des choses qu'on a envie de prendre et d'autres de laisser dans le monde des adultes qui nous est tendu en miroir. Victor. Oui, alors je rejoins tout à fait Agnès sur sur ce rapport au sujet ou aux questions. Moi, en effet, je me rends compte après qu'elles existent, mais ce qui vient en premier lieu, c'est une histoire et un désir d'histoire. Et moi, je me souviens très bien quand cette histoire est arrivée. En fait, c'est un moment où j'ai découvert un fait divers en fait, dans un journal qui est l'histoire d'une princesse qui vit à Dubaï, qui s'appelle la princesse Latifa Al Maktoum, et qui est une princesse dont on a entendu pas mal parler parce qu'elle a essayé à plusieurs reprises de s'échapper de son palais de Dubaï. Elle s'est échappée sur un yacht privé, elle a tenté de s'échapper par divers moyens. À chaque fois, elle a été rattrapée. Et je me souviens que ce fait divers m'avait énormément marqué parce qu'ensuite, on avait vu cette princesse réapparaître dans des photos. Enfin, on voyait qu'elle était véritablement maltraitée par son émir de père. Et ce fait divers m'avait frappé parce que j'y avais tout de suite vu quelque chose comme une sorte d'histoire qui rejoignait les histoires traditionnelles des contes dans lesquelles les princesses sont souvent bien plus tristes et maltraitées qu'on l'imagine. Et ce fait divers, j'ai passé beaucoup de temps avec. Je savais que je voulais en faire une histoire et je ne savais pas très bien comment le prendre jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, cette princesse, c'était peut-être Sherazade. Et à ce moment-là, j'avais les deux choses.
Et de ce fait divers, de cette histoire que j'avais en tête, je suis allé vers les Mille et une nuits et vers Sherazade. Ensuite, l'Inde est venue et d'autres choses sont venues. Et donc, la question, s'il y a des questions, on a fait dans ce livre, je crois que c'est la question de ce que peut faire une femme pour se protéger ou pour se sortir des enfermements dans lesquels on la met, et de ce que ça fait de raconter des histoires. Et c'est venu comme ça sans que j'y pense. Donc voilà, je ne saurais pas partir de sujet, et puis je m'y intéressais pas avant de m'y intéresser. Enfin, c'est l'histoire qui a fait que je me suis intéressé à ça. Et c'est presque toujours comme ça dans les histoires que je raconte et que j'essaie d'écrire. Et Hélène Millot, donc, qui est l'éditrice chez l'École des loisirs, des deux écrivains qu'on a la chance de recevoir ce soir, comment vous avez reçu ces deux manuscrits? J'imagine que l'un comme l'autre, vous avez été peut-être surpris, et notamment peut-être par Agnès Mathieu-Daudet, qui n'était pas habituée à écrire pour ce public-là, soit pour un public très jeune, soit pour un public adulte. Comment vous avez vécu ces deux manuscrits que vous avez reçus? Bah, moi, je les attendais avec impatience. Enfin, surtout Agnès, qui avait écrit effectivement plusieurs histoires pour les plus jeunes dans la collection Mouche, des histoires illustrées, des petits romans illustrés. Avec Londinium, non, je crois, enfin, c'était pendant le confinement, au tout début du premier confinement, je me souviens qu'Agnès me l'avait envoyé. Et j'ai été très, très agréablement surprise. Enfin, voilà, c'est un univers. On part avec Arsène très, très loin, dans le passé, en même temps dans un monde contemporain. Et qui nous emmène dans pas mal de questions. Moi, ce que je trouve le point commun entre les deux, entre le texte de Victor et d'Agnès, c'est que ce sont effectivement des êtres en devenir, et je pense que ça parle beaucoup de notre société d'aujourd'hui, même si tout ça, si les deux romans sont ancrés dans d'autres périodes, dans d'autres univers plus ou moins lointains. Voilà, ce sont des réflexions et des personnages qui peuvent vraiment parler aux adolescents d'aujourd'hui, je pense. Et voilà, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ces lectures. Et Agnès, on n'a pas eu la genèse de cet univers, parce que clairement, vous créez quelque chose d'assez faramineux, puisqu'on en parlait peut-être en off, mais les tomes suivants sont écrits ou quasiment écrits. Donc, vous vous engagez sur une pente, en effet. Oui, là, l'éditrice forcément sourit. Mais vous vous engagez Non, dans le deuxième Le est deuxième écrit. était... Voilà. Et le troisième Est est en en cours très bonne d'écriture. voie. Est en très bonne voie. Voilà. Mais vous vous engagez dans une saga. Est-ce que vous avez déjà imaginé, anticipé tout ce qui allait arriver déjà dans le futur? Mais la genèse de cet univers-là, comment est-il né? Alors, pour la question de la suite, c'est quand même. Enfin, ça répond aussi à la fin de votre question. Alors, j'aimerais que mon éditrice aille se chercher un mug de thé. Ou un costume. Il se trouve que moi, quand j'écris, je ne sais pas du tout. Je commence à écrire et après, ça vient. Je fonctionne comme ça dans la vie. Je fais les choses et puis après, je cherche l'intention, le sens et la suite. Et donc là, j'ai commencé à écrire et je sentais. Alors, j'avais beaucoup de plaisir à mettre en place cet univers. C'est pour ça que c'est long à mettre en place, parce qu'en fait, il faut présenter un univers qui joue à la fois sur des codes qui existent. On part, c'est plutôt une uchronie, donc il y a quand même quelque chose qu'on connaît, qui est l'Angleterre des années 30, et avec de grosses modifications, puisqu'il y a dans cette Angleterre des années 30 les animaux dans la ville de Londres, qui a choisi de se refaire appeler Londinium, qui était le nom qu'elle avait sous l'Empire romain. Donc, ça, on expliquera plus tard pourquoi. Dans cette ville, les animaux et les humains cohabitent plus ou moins bien. Ça va être le point de départ. Et une fois que j'avais posé tout ça, l'enquête commence. Et c'est à la fois, je me rends compte que je voulais à la fois un récit d'aventure, jouer avec les codes des histoires de détectives, notamment parce qu'on est en Angleterre. Donc, ce lapin, on voit sur la couverture, hein, il tient à la fois de Sherlock Holmes, mais aussi d'Arsène Lupin, d'Hercule Poirot. Enfin, il a des manies ridicules. Je voulais jouer avec tout ça.
mais j'avais pris déjà tellement de... Je crois que j'avais tellement posé le décor, c'était forcément long. Il allait se passer quelque chose. Je joue avec l'histoire, donc c'est à la fois un temps très court, c'est quand même la vie d'un lapin. Même en jouant dans la fiction et tout ce qui peut arriver, une fois que les lapins s'anthropisent un peu, son espérance de vie va pas nous mener jusqu'à la guerre froide. Hein. Donc, il fallait à la fois que ce soit condensé dans le temps, et moi, je voulais que ça se déploie. Donc, je suis partie j'ai choisi l'idée de quelque chose en 5 volumes, dont effectivement, je suis en train d'écrire le 3e. Ce que je ne devrais pas dire, c'est que moi, je déteste écrire en sachant la fin de l'histoire. Je trouve que c'est pas drôle quand on écrit et qu'on sait déjà ce qui va se passer. Donc, oui, bien sûr, il y a une architecture assez... C'est un peu le palais des... J'oublie toujours son nom, le palais des vents, non, le palais qui a un nom magnifique sur la couverture du... Palais des vents. Ouais. Voilà, le palais des vents. Donc, il y a toutes ces petites fenêtres et toutes ces... Et il y a plus, on le voit. Voilà, ça part dans tous les sens. Mais je n'ai pas encore le détail de chaque interrupteur. Ça va se mettre en place après. Et oui, c'est très, très agréable d'écrire, parce que j'ai écrit des séries déjà. C'est vrai que Dagfried, c'est une série, L'école des souris, c'est une série, Les voisins, voilà, visiblement, comme je suis très bavarde, la série me convient parfaitement. Là, c'est particulier puisque c'est une série dont je suis censée connaître la fin, qui a un nombre de volumes établi. Et c'est un autre, effectivement, c'est un nouveau défi pour moi. Voilà. J'en profite pour dire qu'Hélène Millot apparaît dans le livre de Victor Pouchet, a un rôle quasiment essentiel dans le roman, puisqu'elle détient la clé. On n'en dira pas plus, mais elle détient une certaine clé. J'imagine qu'Hélène boit à l'heure actuelle un Cosmopolitan, j'en suis même sûr. Pour le coup... Cosmopolitan depuis, ça trouble un peu peut-être son quotidien. Mais... Non, mais moi, j'ai beaucoup aimé avoir ce rôle-là d'être réduite à boire des cocktails dans les hôtels à l'étranger. Mais en même temps, vous êtes l'héroïne, presque Oh l'héroïne. non, non, Ouais, non. vous avez quand même un rôle assez important. Non, c'est la princesse, l'héroïne. Victor, ouais. Ouais, alors évidemment, le clin d'œil me plaisait et puis j'aime bien l'idée que le nom d'Hélène, qui en effet a un travail essentiel dans cet aboutissement du livre, puisque c'est elle qui le fait, qui l'attend, et cette attente, elle le produit et qui ensuite travaille sur le texte et le fait exister. Donc ça me plaisait qu'elle apparaisse ici. Et ça me plaisait aussi parce que c'est un livre sur c'est un livre sur le fait de raconter des histoires et sur ce que ça produit. Et donc ça part de Scheherazade, mais qui moi, est vraiment une figure qui m'obsède depuis longtemps et qui continue à m'obséder. Scheherazade, c'est la première conteuse de l'histoire. Et c'est à la fois la première conteuse de l'histoire, mais c'est aussi celle qui a sauvé l'humanité. Et donc pour moi, c'est presque c'est une figure dont on descend tous, puisque vous vous souvenez que dans Les Contes des Mille et une Nuits, l'ignoble sultan Shahryar commence à la fois à coucher puis à tuer toutes les femmes nubiles. Et donc, si Sherazade n'était pas arrivée et n'avait pas raconté les histoires, l'humanité serait détruite. Et je ne sais plus pourquoi je racontais ça, parce que oui, c'est un livre sur les histoires, et c'est d'ailleurs un livre que j'ai dédié à ceux qui racontent des histoires et à ceux qui les lisent. Et je voulais que ce livre qui raconte des histoires soit relié à la façon dont aujourd'hui on raconte des histoires. Donc on les raconte dans des livres et on est aussi évidemment très marqué par tous les récits qui existent autour de nous. Et donc les histoires que va raconter cette jeune princesse Shakti, c'est les histoires, j'ai essayé de penser à ce que pourrait raconter une Scheherazade d'aujourd'hui, une jeune fille, quels sont les contes, les récits qu'elle a en tête. Et donc c'est pour ça que je me suis amusé aussi à faire réexister ce qu'une jeune femme de 16 ans a en tête. Donc Harry Potter, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, etc. C'était aussi un jeu sur la littérature, mais un jeu qui n'était pas... qui était une façon de réfléchir à ce que ça produit
voilà, de se nourrir d'histoires et de tenter de les raconter. Donc, c'est l'histoire d'une apprentie romancière. C'est pour ça aussi que l'idée qu'Agnès disait d'un personnage qui évolue, c'est un personnage qui va apprendre, qui va se découvrir romancière dans le fil du livre, un peu comme une autre inspiration du livre qui était le personnage de Joe March dans Les 4 filles du Docteur March. Je n'ai répondu à aucune question, j'ai dit je l'essence. J'espère que ça vous va comme façon de procéder, parce que ça peut être encore plus... c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. En fait, c'est aussi votre livre, Victor, c'est aussi un plaidoyer pour une certaine liberté d'écriture, une liberté pour une femme, notamment enfermée, d'avoir ce moyen-là d'écrire, de coucher des mots sur du papier. Ça existe encore, même en 2021. Il y a encore des femmes ou des hommes ou des individus dans le monde qui sont empêchés d'écrire. Vous vouliez aussi montrer à ces adolescents et au public adulte, parce que je les incorpore les deux dans votre public de cible, vous vouliez leur montrer qu'il suffisait tout simplement d'écrire des histoires aussi pour pouvoir se démarquer et pour pouvoir se libérer d'un certain joug d'un homme, d'une femme ou d'un pays ou d'un État. D'écrire ou même d'en lire, alors je ne surestime pas le pouvoir de la littérature, mais disons que, en fait, à mon échelle, pour moi, écrire des histoires, raconter des histoires est vraiment un moyen d'échapper à ma vie, d'échapper au réel et de me libérer, même si je ne suis pas évidemment dans des contraintes aussi fortes que peuvent l'être les gens qui vivent dans des réelles dictatures ou qui ont à subir ce genre de régime. Mais je crois en effet que j'ai cette forme de croyance très forte dans le pouvoir des récits de produire des libérations intérieures. Je ne crois pas tout à fait au geste politique qui ferait que les romans, enfin c'est très rare en tout cas les romans qui produisent des bouleversements politiques, mais qu'on puisse se libérer de situations et envisager la vie autrement par des histoires. Ouais, j'y crois très fortement. Et du coup, je crois aussi que c'est relié au plaisir. Ça veut dire que Shakti, le personnage de mon livre, elle écrit surtout parce que ça l'amuse, parce que ça produit un grand plaisir et pas au départ parce qu'elle a des ambitions de prouver quelque chose. Et donc, je crois à ça. Toute ma vie tourne autour de ça, c'est-à-dire je lis des histoires et j'en raconte, et donc peut-être que ça me rend myope aussi, ou ça fait que je valorise trop ce fait de raconter des histoires, mais j'y crois. Voilà. Ça rejoint un peu le roman d'Agnès, hein, sur le fait Oui. que les hommes n'imaginent plus, ont du mal avec ce pouvoir d'imagination et sont parfois trop cartésiens. C'est vrai qu'en entendant Victor, je me rends compte qu'il y a effectivement des points communs sinon dans les histoires qu'on a racontées, mais dans la façon de les raconter. Et c'est presque une mise en abîme de cette création littéraire. Alors moi, d'où l'importance effectivement du personnage de cette éditrice qui boit des cocktails dans un hôtel chez Victor. Et je me rends compte que c'est un peu la même, effectivement, ce lapin qui apprend le langage. Alors, qu'est-ce qu'apprendre le langage? Pourquoi? Parce que communiquer avec les humains, on sent que ce n'est pas forcément ce qui l'intéresse le plus. Et ce lapin s'acharne à lire Wittgenstein, qui vient d'être traduit en anglais à l'époque où se passe Londinium. Donc il y a effectivement ce jeu sur ce qu'est la traduction pour quelqu'un qui accède juste au langage. Et ce lapin lit tous les soirs, il lit des fables, évidemment des fables des grands, enfin, tout ce qui parle d'animaux. Il lit Ésope, il lit Phèdre, il lit pas encore La Fontaine, ça va venir. Et il réfléchit en lisant, il a besoin de ce plaisir que lui apporte la lecture, ça, et il fume son lucernum, une espèce d'herbe qui le détend, tout à fait licite et qui pousse partout. Et cette réflexion sur le langage, j'aimais qu'il lise Wittgenstein, il comprend tous les soirs, il comprend quelque chose de différent, il ne comprend jamais la même chose. Et en même temps, il lit Spinoza, enfin, il compare les deux Tractatus, et donc il réfléchit à la fois sur ce qu'est parler et sur ce qu'est penser. Et oui, je crois qu'il y a toujours cette importance des mots
pour accéder à quelque chose d'autre. Alors évidemment, là, moi, je suis dans un contexte, par rapport à d'autres histoires que j'ai pu écrire, c'est un contexte plus sombre. On est dans les années 30, donc il y a quand même aussi le rôle parfois néfaste des mots et du langage. Il y a une histoire de résistance dans le livre. Le langage peut être utilisé, enfin, on va le voir aussi, il y a des manipulations au sein du Conseil de la Reine. Alors, je ne raconte pas toute l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs endroits où le langage va apparaître. Il est moins dans cette fonction de plaisir que Victor a pu évoquer, mais il est au cœur de la réflexion, effectivement, sur le pouvoir individuel. Est-ce qu'en accédant au langage, ce lapin va accéder à quelque chose de positif, de négatif? Est-ce qu'il accède à une responsabilité qu'il saura ou pas honorer? Et je pense qu'il y avait aussi, par rapport à la littérature, donc là c'est un peu plus large, mais je me rendais compte en fait en écrivant pourquoi c'était aussi un livre qui prend 5 volumes, c'est que je crois qu'il y a une réflexion pour moi, quand je dis il y a une réflexion sur les rapports entre les humains et les animaux. Oui, c'est un thème d'actualité, je n'ai pas moi vocation à... Enfin, j'essaie de rester assez neutre en fait et d'incarner des problématiques avec les personnages. Mais je crois qu'au-delà de ça, il y avait toute une réflexion, pour moi en tout cas, sur ce que sont les animaux dans la littérature pour la jeunesse. Pourquoi il nous paraît tout à fait normal de lire des albums tout petits avec des animaux qui font des tas de choses que nous faisons aussi et que ça ne nous pose pas le moindre problème. À quel âge on commence à se poser la question et d'ailleurs je me demandais si des adolescents pouvaient lire un livre avec des animaux. Je me rendais compte que tout mon intérêt pour l'Angleterre dans la littérature jeunesse, en fait toute la littérature jeunesse que j'ai aimée enfant venait du monde anglo-saxon, que ce soit illustré. Donc évidemment là il y a des références à Beatrix Potter, à plus tard à Roald Dahl, à Tolkien, enfin des gens que j'ai énormément aimés et qui ainsi apparaissent dans l'histoire. Alors, je m'éloigne, mais c'était pour dire que finalement, quand on écrit, je crois, et c'est ce qu'a fait Victor aussi avec l'histoire de Scheherazade, on ne fait que rendre hommage indéfiniment à des lectures qui nous ont marqués. Enfin, je crois qu'on est toujours en train de tisser ce fil-là et que, dans mon cas, il y avait cette réflexion effectivement sur qu'est-ce qu'un animal anthropisé, enfin, à quel moment on ne supporte plus qu'un ours ait un chapeau et fume sa pipe dans un fauteuil, enfin, ou un lapin en l'occurrence. Et donc, une réflexion sur cette différence entre humains et animaux. Je rebondis sur ce sujet, puisque dans le roman, il y a une loi qui interdit aux humains de chasser, de manger ou de mettre en cage les animaux. Malgré cela, la cohabitation est pour le moins chaotique. Alors, est-ce que véritablement, où vous vouliez en venir avec ce postulat de départ? Parce qu'en réalité, c'est la guerre tout le temps. Aujourd'hui, dans votre livre, où vous vouliez en venir véritablement? Est-ce que vous aviez une idée en tête? Oui, malheureusement, je crois que j'avais plusieurs idées en tête. Après, il faut arriver à ce que voilà, on canalise un peu toutes ces idées. Mais oui, alors je ne suis pas quelqu'un, j'écris des histoires pour enfants. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de... Enfin, parce que parfois, il y a ce postulat qu'on est forcément des gens très optimistes et toujours joyeux. Je suis très joyeuse, mais je suis aussi très optimiste mais je ne veux pas non plus Ou lucide? attaquer mes lecteurs. Voilà, on va dire lucide. Non, mais c'est-à-dire que cette réflexion sur, effectivement, Hélène a rappelé que je l'avais écrit, j'avais commencé à écrire au début du confinement, et je pense que je me posais des questions que finalement les années 30, avec tous ces mondes clos, enfin, on a le 19e qui est une période d'expansion, de colonisation, le début du siècle qui est encore toute une période d'explosion des communications, avec le téléphone, le télégraphe, enfin, il se passe quand même beaucoup de choses. Le monde est en mouvement et tout à coup, juste avant la Deuxième Guerre, enfin l'entre-deux-guerres, cette période de repli sur des mondes très clos. Et donc Londinium, il y a ce dôme qu'on voit sur la couverture qui est le lieu où vivent effectivement le plus d'humains et les populations les plus aisées dans Londinium. Il y a cette idée de fermeture d'un monde. Les terriers sont des mondes clos. Et au moment où ces mondes essaient de rentrer en interaction, évidemment, il y a des frictions.
Et je voulais qu'il y ait aussi tout le temps ce jeu sur la lutte entre humains et animaux, va finalement, parce que oui, il y a des tensions, on a interdit certaines choses, mais on continue à avoir des prédateurs et des proies. Ils ont beau être drogués, enfin, il y a toujours quelque chose qui est sous-jacent, cette angoisse est toujours là. Et à l'intérieur de chaque monde, il y a des sous-divisions. Quand on est une proie, on n'est pas la même proie selon qu'on soit un lapin ou un crustacé, parce qu'il y a une crevette qui va trouver qu'on oublie les crustacés dans tout ça. Enfin, il y a toujours une autre revendication. Il y a un bureau de l'eugénisme qui s'attaque aux roues, alors on ne comprend pas très bien pourquoi. Et en fait, l'idée, c'était que oui, on est dans un monde... La partie pessimiste, c'est que oui, on est toujours au bord de l'affrontement. On y est particulièrement en 1933, mais voilà, on y est toujours entre un lapin et un renard. Dans tous les codes de la littérature, on est dans cet affrontement, cette peur. Mais pourquoi je veux en parler, c'est aussi pour montrer, c'est pour moi tout l'intérêt d'une uchronie. C'est ce fantasme assez facile de se dire qu'est-ce qui se serait passé si. Pour un écrivain, c'est quand même assez miraculeux de faire advenir l'histoire selon son propre vouloir. Et je pense que l'idée, c'est de finalement, en relativisant, en disant voilà, on est toujours au bord de cette catastrophe à Londinium, on sent qu'il y a une tension, il se passe quelque chose, donc la catastrophe est plus imminente. Mais l'idée, c'est quand même qu'on est toujours, on y est, on est toujours dans cette situation. Donc essayons de faire ce qu'on peut de mieux à ce moment-là avec les choses qui nous sont données. Et ce lapin qui tente tout le temps d'évoluer, c'est quelqu'un qui essaie tout le temps de faire au mieux avec la situation assez pourri, pour le dire simplement, qui lui est laissé. Enfin, je me perds un peu dans mon... Parce que oui, je crois qu'il y a une... C'est ce que je dis dans tous mes livres, en fait. Je me rends compte, c'est toujours... Je crois qu'on est toujours en train de défendre sa façon de vivre dans un livre. Et moi, ma façon de vivre, c'est de dire, oui, alors évidemment, c'est le chaos, c'est Hobbes, on est tous les uns contre les autres, et en même temps, la seule façon de s'en sortir, c'est d'attacher de l'importance à chaque instant, d'attacher de l'importance à certaines valeurs que ce lapin va défendre. Voilà, l'histoire commence avec un lapin qui veut retrouver une loutre dont il est amoureux. Elle se poursuit avec un lapin qui veut sauver son ami lapin disparu. Enfin, il y a tout le temps, je crois, des valeurs qui font qu'on reste en vie dans le chaos et qu'on peut être heureux dans le chaos. J'aimerais qu'on revienne sur vos lieux, le lieu et la temporalité que vous avez tous les deux utilisés. Ce n'est pas forcément très commun. Une uchronie dans les années 30 avec des animaux, c'est encore moins commun. Et Victor se plongeait directement en Inde, dans l'Orient. Pour le coup, vous avez fait des choix particuliers, pas forcément donc évidemment en France. Est-ce que pour vous, l'écriture pour les adolescents, en partie, doit s'exiler? Est-ce qu'elle doit forcément être ailleurs que dans nos univers franco-français? Alors, moi, mon précédent livre se passait dans le 19e arrondissement à Paris. S'appelle Lancelot du Lac. C'est un petit chevalier qui se rend compte qu'il est peut-être chevalier parce qu'il s'appelle Lancelot du Lac. Donc, je crois pas qu'il y ait de nécessité de voyage. Mais là, le fait d'avoir eu cette découverte, de me dire qu'en fait, cette histoire-là, c'était Les Mille et une Nuits, ça m'a évidemment entraîné vers l'origine de ce roman, qui est une origine orientale, en fait, qui est enfin, de ce roman, de ce livre, qui est plus monumental encore qu'un roman, qui est une origine à la fois arabe, mais dans laquelle on retrouve des contes perses, des contes indiens. Et donc, j'ai un peu hésité sur l'endroit où placer cette histoire. Et il se trouve que dans cet Orient très large, il y avait un seul endroit que je connaissais un peu pour y être allé, c'était l'Inde, et qui est un endroit qui m'a beaucoup impressionné quand j'y suis allé en fait quelques fois au cours des 10 dernières années. Et j'ai eu envie de le placer dans cet endroit aussi parce que je sais pas, c'était un moment où j'écoutais beaucoup de musique indienne, où j'avais vu quelques films de Bollywood. Et donc, j'ai d'ailleurs écrit ce livre en écoutant énormément de tubes de Bollywood, mais pas simplement indiens. Et donc, j'avais cette envie, en effet, de déplacer ça, de placer ça aussi, de retrouver de jouer avec le folklore oriental
qu'on peut avoir en tête, donc les clichés du Maharaja, de la princesse, mais essayer de les défaire. Et il se trouve, en fait, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte assez récemment, assez tard, c'est que ce livre, donc j'avais cette idée en tête depuis longtemps, mais je l'ai écrit aussi pendant le confinement. Et il se trouve que c'est aussi un livre sur l'incarcération, puisque cette princesse, elle se retrouve dans sa vie de princesse avec l'impression d'être complètement empêchée dans sa liberté d'agir, de parler, de se déplacer, de vivre. Et ensuite, elle se retrouve véritablement emprisonnée. Et c'est depuis cet emprisonnement et dans la menace de la mort qu'elle va inventer des histoires pour se libérer chaque soir. Et donc, il y a quelque chose aussi qui consonnait avec ce qu'on a traversé pendant le confinement, de façon évidemment là transfigurée et de façon beaucoup plus tragique dans Mille nuits plus une que dans le réel. C'est-à-dire que j'étais certes enfermé dans une maison, mais un bourreau tous les soirs ne venait pas me menacer de son pistolet pour que je lui raconte une histoire. Dieu merci, sans doute. Je pense que mais néanmoins, il y avait ça, il y avait le besoin de sortir d'un rythme de vie, de sortir et d'y sortir en racontant des histoires, en retrouvant aussi peut-être le plaisir de raconter des histoires. Je parlais du plaisir tout à l'heure, c'est aussi un livre noir, c'est aussi un livre, je pense, sur le mal, sur la violence que les hommes font aux femmes, que les tyrans font à ceux qu'ils tyrannisent. Mais c'est un livre dans lequel j'ai cherché comment est-ce qu'on peut éviter cette forme de tyrannie. Et donc, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, le confinement, le cachot. Et donc, oui, et pour moi, juste pour les conditions d'écriture, c'est un moment, le confinement, où j'étais tout à fait très empêché, tout à fait capable de peu de choses, en fait. J'avais du mal à lire, j'avais du mal à écrire. Et ce livre, écrire cette histoire m'a relancé un peu dans la capacité à retrouver un peu de plaisir du plaisir dans le geste d'écriture. Et donc, placer ça loin, c'est aussi pour moi un moment où je m'échappe vraiment. Et donc, je mettais, voilà comment ça se passait. J'écrivais l'après-midi, je mettais ma playlist indienne. Et donc, d'un coup, j'étais ailleurs. J'étais dans l'hypnose de cette Inde des Maharajas et j'y étais bien. Voilà, je ne sais plus si je réponds à la question, mais Agnès va mieux y répondre, je suis sûr. Oui, bien sûr. Alors oui. C'est moins facile avec l'hypnose de la pluie qui tombe et de la grisaille anglaise, mais non, je crois que c'est la même quand tu parles effectivement de cet échappatoire ou de cette. Je crois que moi, je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite et le quotidien, voilà, dès qu'une chose se reproduit une seconde fois, c'est le quotidien terrible. Et donc, je suis obligée de partir tout le temps, m'échapper dans des livres. Je me rends compte que tous les textes que j'écris, quasiment, à l'exception d'une série qui se passe plutôt à Paris, ça se passe toujours plutôt loin. Après, une fois que j'ai écrit le premier tome de Londinium, je reviendrai sur le choix de l'Angleterre, mais une fois que j'ai écrit le premier tome qui se passe en Angleterre, je m'y ennuyais déjà, il fallait que j'aille ailleurs, et donc dans le deuxième tome, on va partir en Allemagne. Après, j'ai promis que je n'allais pas faire une espèce de tour d'Europe, parce qu'en plus, je suis limitée à 5, ce qui est très cruel. Mais c'est vrai qu'il y a ce goût du déplacement. Moi, j'y crois vraiment au déplacement géographique qui permet le déplacement beaucoup plus large. Je crois que quand on place soi-même son regard d'écrivain à l'étranger, il se passe quelque chose. Enfin, c'est les lettres persanes, hein, j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train de refaire ça. On inverse notre regard, on le met ailleurs, on écoute une musique différente, on parle un autre langage, en fait, on rentre dans une autre culture. Alors l'Angleterre, c'était un peu moins exotique. C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de codes de littérature jeunesse qui sont liés au monde anglo-saxon pour moi. Il y avait aussi Alors après, il y a des choses qu'on trouve au fur et à mesure. C'est vrai que j'ai commencé à écrire cette histoire, je me suis rendu compte que c'est vraiment l'Angleterre victorienne qui a été c'est le premier moment où on a commencé à défendre les animaux et à avoir des lois de protection
pour arrêter les combats de rats et de terriers, enfin tout ce qui se faisait qui était assez violent à Londres, mais aussi dans toute l'Angleterre. La reine Victoria était complètement gâteuse de ses poneys, ses perroquets et ses nombreux chiens, et elle a fait passer des lois, et donc Mondignon part de là. Ensuite, quand je vais parler de l'Allemagne, c'est aussi parce que les nazis ont été les premiers, après l'Angleterre, à avoir des lois de protection alors de la nature au sens large, hein, avec tout ce que ça peut justement sous-tendre comme critique de nos modes de vie et idéalisation d'un mode de vie naturel dans lequel le plus fort survit, enfin, qui est cette mauvaise compréhension du darwinisme qui a eu lieu à ce moment-là, et qui évidemment était en lien avec mes thèmes de ce lapin qui veut évoluer et de ces questions-là. Je pense qu'il y avait aussi en Angleterre il y a dans ce rapport de la ville et la campagne en Angleterre, parce que finalement, il y a aussi ça, hein, cette opposition du monde rural et du monde urbain qui se veut plus civilisé. Je trouvais qu'en Angleterre, c'était particulièrement intéressant avec justement tout ce qui est le monde rural anglais, qui a cette image du gentleman farmer, il y avait tout ça derrière, de la chasse, un intérêt pour la nature qui fonctionnait mieux en Angleterre. Après, il y avait effectivement la France des années 30 m'intéresse beaucoup plus vu depuis l'Angleterre. Donc on a ce lapin nostalgique qui écoute Joséphine Baker, qui aime beaucoup Maurice Chevalier. Moi, j'aime moins Maurice Chevalier. Il regrette les bruits d'accordéon. Enfin, il a envie d'être avenue de l'Opéra. Il a grandi Faubourg-Poissonnière. Il y a une idéalisation du Paris des années 30 qu'on voit d'ailleurs en Angleterre. Hein, la haute couture parisienne, les parfums. Enfin, on joue sur cette nostalgie-là. Et moi, j'aime beaucoup la nostalgie qu'ont les gens pour quelque chose qu'ils n'ont jamais connu, en fait, et qui fantasment indéfiniment. Et c'est sûrement ce que j'ai, moi, ce que je mets en œuvre quand j'écris depuis un point de vue étranger. C'est aussi toute une série de fantasmes et de clichés avec lesquels on peut jouer. Et donc, ce lapin qui regrette toujours la France, un peu ridicule aussi. Enfin, il a ce côté suranné, et en plus, il a ses goûts vestimentaires assez particuliers, du raffinement, il veut porter des boutons de manchette, enfin, des tas de choses qui voilà, quand on est un lapin, porter un canotier, c'est pas quelque chose pour ressembler à Maurice Chevalier, c'est pas forcément très facile avec les oreilles. Donc voilà, il y avait aussi tout un jeu sur ce qu'est cette France idéalisée par les anglo-saxons, justement. Et la montre à gousset, notamment, ou la redingote, en effet, qui sont peut-être des références à Alice au Pays des Merveilles. Alors, oui, alors ça, c'est ce qui est intéressant pour moi, c'est que je me rends compte que dans tous mes livres, j'ai plus ou moins des références plus ou moins explicites à Alice au Pays des Merveilles. Et là, j'y ai pensé tout à l'heure avant de vous parler. Je me suis dit, mais ce lapin, voilà, c'est comme quoi parfois l'inconscient est quand même très très fort, parce que je n'y ai pas pensé une seconde avant. Enfin, je sais qu'on m'en a parlé une fois et que je me suis déjà fait la réflexion et je l'ai re-oublié en me disant, mais oui, ce lapin avec une montre qui court partout. C'est aussi évidemment les terriers, l'inversion. Enfin, c'est des thèmes, c'est pour ça que je crois que je le retrouve dans tous mes livres. Les thèmes qui sont développés en Alice au Pays des Merveilles, c'est pour moi, je crois que c'est ma façon de voir le monde, d'essayer d'inverser en permanence les proportions, de changer de point de vue tout le temps pour supporter justement le monde tel qu'il est, tel qu'il va trop vite autour de nous. Et après, j'arrête de parler, mais c'est vrai que ce lapin qui court, c'était aussi j'aimais choisir je parlais des codes de la littérature jeunesse. C'est vrai qu'il y a des animaux, voilà, le morse, ça va être le policier avec ses grosses moustaches et ses défenses. Il y a des types de personnages, le renard, Jojo Lapin, c'est la fable de notre enfance, enfin de la mienne. Victor est plus jeune, mais moi Jojo Lapin, c'était, voilà, il y a le lapin, le renard, enfin c'est assez clair tout ça. Or, le lapin, donc c'est une proie, mais c'est quand même un animal qui a des atouts. Enfin, c'est-à-dire que c'est très paradoxal, ce lapin qui veut devenir enquêteur alors qu'il est au bord de la crise cardiaque dès qu'il a une émotion, qui veut fumer alors que, évidemment, les bronches d'un lapin ne permettent pas ce genre de choses. Et en même temps, il est rapide, il a une vision latérale qui lui permet de voir ce qui se passe dans son dos. Voilà, il a des atouts aussi. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà. Et on n'a pas parlé de la temporalité pour Victor, puisque son roman s'inscrit dans une réalité d'aujourd'hui. En tout cas, on peut parler du 21e siècle, peut-être pas forcément de 2021, mais en tout cas du 21e siècle.
c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Alors, je ne connaissais pas l'histoire de cette princesse au Qatar, mais pour le coup, vous vouliez vous appuyer sur une réalité actuelle. C'est vrai que le lecteur est peut-être déboussolé au début quand on entend Mille et une nuits et qu'on voit arriver très vite je ne sais plus quel ustensile ou quel objet du 21e siècle apparaît en premier, mais c'est peut-être un ordinateur ou un objet en tout cas qui n'est là. Un casque pour écouter de la musique, ouais. Ouais. Et donc, c'était une volonté de déboussoler directement le lecteur sans forcément l'avertir en amont que ça allait se passer aujourd'hui. Ouais, ça m'amuse en effet de voir comment est-ce que ce livre et cet Orient lointain en fait de contes, il fonctionne encore très bien aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très contemporain dans Les Mille et une nuits, et ça c'est ce trajet que j'aime bien faire. En fait, il se trouve que pour le précédent livre, c'était un peu la même chose puisque c'était un roman de chevalerie qui se passait en 2020. Avec l'idée que les questions qui se posent à un chevalier du XIIe siècle, en fait, elles se posent aussi à un jeune adolescent de 12 ans aujourd'hui en France. Et pour moi, il y a vraiment cette idée qu'on ne cesse de reprendre de retomber. C'est pour ça que c'est pas étonnant que Agnès retombe sur Alice au Pays des Merveilles. On ne cesse de retomber sur des mythes, des grands mythes fondateurs. Et donc, voilà, il se trouve que moi, ce qui m'amuse en écrivant des livres pour la jeunesse, c'est aussi ça, c'est de retravailler sur ces grands mythes. Alors, j'ai des idées pour la suite, des très grandes idées, parce que je suis un peu mégalo pour tout ce qui est la littérature pour la jeunesse. Donc, je compte réécrire l'Odyssée, sûrement du point de vue du chien Argos. Je compte peut-être réécrire l'Iliade, mais bon, voilà, je ne vais pas inquiéter. Tu peux m'en laisser un, peut-être? Ouais, non, mais après, chacun peut faire sa version de l'Odyssée et de l'Iliade. Mais en tout cas, j'aime bien ce décalage temporel, et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui nous rassemble dans notre façon de faire des livres pour la jeunesse, et aussi peut-être aussi des livres pour les adultes. C'est je pense, un goût de l'aventure. L'idée que l'échappée, c'est une échappée physique, on va dans un autre pays, mais on s'échappe aussi en rêvant d'aventure. Et ce lapin se projette dans de plus grandes aventures, et mon personnage de petit chevalier se rêvait dans l'aventure chevaleresque. Et là aussi, c'est un livre sur le fait de raconter l'histoire, mais c'est aussi un livre où j'ai voulu reproduire ce que les récits aujourd'hui nous donnent à voir de ce qui est intéressant. Donc c'est aussi un livre sur un livre où il y a du roman d'action, du film d'action, du film d'espionnage, du film d'amour. J'avais vraiment en tête ce qu'Hollywood produit comme récit, avec de la cascade, avec des décors éblouissants, mais aussi avec en fait des récits qui retrouvent les tragédies les plus originelles. Et donc cette idée d'aller chercher ce qu'il y a d'aventureux dans des vies qui semblent en apparence pas forcément très aventureuses, ou qui semblent aussi très frappées par le destin et le tragique. Ça, c'est quelque chose qui me plaît et qui m'intéresse. Et je crois que c'est une des grandes libertés qu'a la littérature jeunesse, c'est de pouvoir faire vivre l'aventure. En tout cas, moi, les livres de la littérature jeunesse qui m'intéressent, c'est ces livres qui se tournent vers ça, qui ne se tournent pas vers... il y a plein d'autres choses, mais vers une sorte de réalisme qui me semble parfois un peu plat. J'aime, moi, les livres qui proposent un voyage, une aventure, où le rêve peut devenir réalité, où il y a en tout cas un jeu sur ça, sans être complètement détaché du monde réel. On voit que nos deux livres, finalement, s'inscrivent très profondément dans la réalité, mais avec l'idée qu'il y a des aventures à vivre dans cette réalité. Est-ce que vous vous adaptez tous les deux à votre public, à votre vocabulaire, à votre façon d'écrire, selon le public auquel vous vous adressez? Vous avez écrit tous les deux des romans dans d'autres maisons d'édition, que ce soit Gallimard, Flammarion, Finitude. Vous vous adaptez forcément à ce public-là, ou au contraire, vous laissez aller votre plume, l'histoire vient, mais comment vous travaillez le langage, les idées, les thématiques, la subtilité, la manière dont vous les formulez, ces idées? Pour le coup, vos deux romans sont extrêmement subtils.
il y a toujours des idées et des références qui viennent nous frapper en tant qu'adultes, peut-être moins en tant qu'adolescents, mais en tout cas, est-ce que vous arrivez à saisir la nuance à chaque fois dans ce que vous écrivez? Moi, je trouve que c'est quelque chose de... Je ne sais pas du tout comment... Ça m'intéressera d'avoir la réponse de Victor, parce que je me rends compte que j'ai écrit pour des tranches d'âge assez... En effet, pour des adultes, mais aussi pour des plus petits. Je trouve ça très difficile. C'est-à-dire que je suis bien obligée, quand j'écris une histoire dont je sais... Il y a des collections aussi. Alors, je sais que si j'envoie un texte à Hélène pour la collection Mouche, il y a une tranche d'âge qui est donnée par l'École des loisirs. On sait très bien tous que la tranche d'âge, ça correspond absolument, enfin, pas absolument pas, mais ça ne correspond pas toujours à l'âge des enfants qui vont lire ou aimer le livre. Enfin, un enfant de 6 ans, voilà, on va tous les deux dans des classes, on voit comment déjà dans une classe de CP, on s'adresse à des enfants qui sont extrêmement différents dans leur approche de la lecture et du monde surtout, parce que ce n'est pas tant le niveau de langue que la façon dont ils appréhendent le monde. Et pour moi, c'est très difficile d'écrire en me disant est-ce que là, j'écris pour 6-9 ans Alors, je vois bien qu'entre 6-9 ans et 60-99, on n'est pas tout à fait dans le même registre de langue. Et encore, je ne sais pas, moi, j'ai appris à écrire et à parler en lisant. Et donc, j'estime que on a toujours aimé découvrir des mots, des histoires. Moi, j'aime bien que mes livres apprennent des choses. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui n'aiment pas lire, qui aiment lire une histoire dans laquelle il n'y a pas de référence à aller chercher. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, même quand on n'a pas de parents qui peuvent vous expliquer, parce que vos parents ne savent pas de quoi parle le livre, ça arrive, vous avez toujours accès très tôt quand même aux ressources d'Internet. Là, on écrit pour des adolescents. J'estime que je ne me pose pas les mettre... Enfin, ils sont capables d'aller chercher ce qu'ils ne connaissent pas. Alors évidemment, il ne faut pas s'arrêter dans la lecture tout le temps, mais si on aborde des questions d'histoire, j'essaie de les expliciter suffisamment pour qu'on puisse lire le livre sans avoir besoin d'être sur Wikipédia en permanence. En revanche, s'il y a une référence qu'on ne comprend pas, on peut lire le livre sans savoir. Je ne demande pas aux gens d'avoir lu Wittgenstein pour apprécier mon histoire pour adolescents. S'ils ont envie d'aller voir qui est Wittgenstein, voilà, l'idée c'est que ça apporte quelque chose en plus. Ce qui est plus compliqué, je trouve, c'est le registre de langue, plutôt que ce qu'on raconte et qui peut être pas accessible à tout le monde tout le temps. Le registre, là, je relisais des passages, je vois bien qu'il y a parfois, quand il y a des enfants qui ont envie de le lire, qui prennent sur une table et quand on est dans un salon du livre et qui disent, voilà, moi j'ai 10 ans, j'ai envie de lire Londinium. On n'a pas envie de dire à quelqu'un, ne lis pas ce livre, c'est affreux ça. Et en même temps, je ne veux pas non plus que le lecteur s'arrête parce que le niveau de langue lui correspond pas. Donc, c'est une question moi, à laquelle je n'ai pas encore de réponse. Je crois que j'essaie que la langue soit en tout cas en adéquation avec ce que je raconte dans mon histoire. Et ça, c'est très spontané, naturel et intuitif. Il y a un registre de langue qui correspond à cette histoire. Et il se trouve que là, il y a quelque chose qui joue avec le passé. Ce lapin est désuet. Il y a un vocabulaire qui va avec le mot même de désuet et désuet. Enfin, ça, on ne peut pas y échapper. Mais c'est très intuitif. Donc, je ne sais pas, Victor, ce que tu penses de ça. Ouais, je me retrouve dans pas mal de choses que tu dis, notamment l'idée que... Alors moi, je trouve que déjà, c'est sans doute beaucoup plus difficile d'écrire un livre pour les enfants qu'un livre pour les adultes, pour les enfants, pour la jeunesse, disons plus largement. Parce que, alors ça varie à mesure qu'on grandit et peut-être aux confins de l'adolescence, mais c'est un des auteurs que j'admire le plus, qui m'a le plus marqué enfant, qui le dit, qui s'appelle Gripari. Il dit un livre pour la jeunesse, il ne peut séduire ni par des questions politiques, ni par la question du sexe, ni par des questions d'affinité littéraire. Il séduira uniquement par la puissance de son histoire et l'efficacité de son histoire. C'est pour ça, et en plus, c'est un livre qu'on doit pouvoir relire. Et donc, c'est quelque chose qui fait que c'est particulièrement difficile, je trouve, de se lancer dans l'écriture d'un livre comme ça et que ça marche, quoi. Et donc, moi, j'ai assez peu d'expérience pour savoir tout à fait calibrer le registre de langue ou l'histoire. Je sais en tout cas que je suis particulièrement attentif quand j'écris des livres pour la jeunesse
au fait de produire une histoire qui produise des images, qu'on puisse suivre, qui produise voilà, avec un rythme particulier. Alors, il se trouve que moi, j'ai écrit des livres plutôt pour des enfants qui ont autour de 10 ans, qui est pour moi une sorte d'âge parfait, où l'enfant est assez... je sais pas, assez éveillé. En même temps, il n'est pas encore tout à fait démoli par l'adolescence. Et peut-être simplement parce que c'est l'âge que j'ai préféré, et que j'ai éternellement, je crois que j'ai 10 ans. Et donc j'écris pour l'enfant que j'étais. Et donc, je réfléchis très fortement à ça, au rythme des histoires, au fait qu'on puisse les suivre, au fait qu'elles intéressent. Et ensuite, j'ai aussi une très haute estime de mes lecteurs. C'est-à-dire que j'espère, je sais aussi qu'on peut lire sans tout comprendre. Et je sais qu'il y a aussi un plaisir à ne pas tout comprendre, à ce qu'il y ait des mots, des références qui échappent et qu'on va ou non chercher sur Wikipédia. Mais j'aime aussi ça. C'est-à-dire que et parce que j'aime ça quand je lis, c'est-à-dire découvrir des mots, découvrir des tournures, être projeté dans des histoires. Et je crois que là aussi, on est dans une maison d'édition, l'École des loisirs, qui a ce rapport vraiment à la littérature pour la jeunesse, qui a une estime pour la qualité de lecture, qui ne veut pas dire qu'on est inattentif ou qu'on ne fait pas attention au fait que ça soit accessible, mais on s'adresse à voilà, à des lecteurs qu'on semble capable. Il y a des émojis mains qui apparaissent. Tout à fait, tout à fait. Alors, Annie Rose, c'est à toi. Bonsoir. Moi, j'ai une question qui s'adresse plutôt à l'éditrice, à Hélène Millot. L'École des loisirs, c'est une maison d'édition qui brasse toute la littérature jeunesse de la petite enfance aux ados et jeunes adultes presque. Comment s'opère le choix d'intégrer un texte à une collection ou à une autre? Alors, donc, Parce que pour les coups, les deux auraient... Pardon. Pour le coup, les deux auraient pu être dans d'autres collections, en effet. Dans d'autres collections à l'École des loisirs? Non. Alors, non, pas à Chez l'École des d'autres loisirs. éditeurs. Non, Oui, chez c'est d'autres ça. éditeurs. Oui, bien sûr. Oui, non, moi je suis très heureuse de publier les textes de Victor et d'Agnès, mais que je suivais auparavant. Alors en fait, moi je travaille, il y a deux, à l'École des loisirs, il y a les albums et puis les romans, il y a deux gros départements et dans les romans, donc il y a plusieurs collections. Il y a la collection Moucheron pour les apprentis lecteurs, ensuite la collection Mouche, neuf, médium et médium plus. Donc la question c'était comment on choisit la tranche d'âge, si j'ai bien compris. Oui, c'est bien ça, notamment entre médium et médium plus. En fait, parfois, Alors justement, pour le texte d'Agnès, on s'est posé la question, et d'ailleurs aussi pour le texte de Victor, on a changé. Au début, je ne sais pas si vous vous souvenez. En fait, entre médium et médium plus, c'est assez délicat. Enfin, la frontière est assez ténue. Je pense que pour le texte d'Agnès, il y avait un registre de langue, justement, quelque chose qui faisait appel à des considérations que les ados pouvaient entrevoir peut-être plus difficilement, même si le personnage principal est un lapin. Voilà, il y avait cette confrontation-là entre le personnage principal qui est un animal et toutes ces questions philosophiques, politiques, voilà, et des références aussi. On a décidé de le mettre pour les plus grands, même si le personnage principal est un animal, pour toutes ces raisons-là, qui font appel quand même à une certaine connaissance et à peut-être une maturité ou un intérêt, mais que des lecteurs de 10 ans aussi pourront sûrement s'y retrouver. Enfin, voilà, encore une fois, on met pas les tranches d'âge sur les livres. On a décidé depuis toujours de ne pas dire que tel livre est pour tel âge, mais on essaye quand même pour les libraires de respecter les codes. Voilà. Et puis le livre
Victor aussi, au départ, était pour les plus jeunes et on a décidé de le mettre en médium, même s'il était illustré par les magnifiques dessins de Kilofer. En général, les médiums ne sont pas illustrés, mais là, on a choisi de le mettre pour les plus grands parce que justement, encore une fois, ces deux textes sont des textes exigeants et c'est très bien. Et il faut qu'ils puissent trouver aussi le maximum de lecteurs. Voilà. J'en profite pour dire, alors je n'ai pas assisté évidemment aux discussions sur comment on met le texte de Victor. J'étais moi-même surprise, en lisant, j'ai vu qu'il était, je m'attendais à ce que ce soit un 9 à cause des illustrations, parce qu'on est quand même conditionné par ces formats. Et effectivement, le propos et les thèmes qui sont abordés, je pense que ça serait dommage que des enfants, que des collégiens et des collégiennes passent à côté de ça. C'est ça qui est très, je veux dire, ce qui est bien à l'école des loisirs, c'est que je dois dire qu'on nous a pas, quand j'en parlais et quand j'en parle avec Hélène et quand je relis des passages de Londinium, je vois à quel point ça a dû être compliqué de le mettre dans une case et je me rends compte que j'ai écrit effectivement de façon peut-être qui correspond. Enfin, pour moi, il y avait effectivement une harmonie entre ce que je faisais et la façon dont je le faisais. Je ne sais pas du tout effectivement comment il peut être reçu par les tranches d'âge qu'on a visées ou pas visées. Et je remercie Hélène pour la liberté absolue que j'ai, moi, quand je choisis un thème et la façon de le traiter. Et après, elle doit se débrouiller pour le faire rentrer dans une des collections. Parce qu'il y a beau avoir tout ce panel de collections qui couvre tous les âges, on arrive, je pense que ça se pose vraiment pour la question du Medium Plus, qui d'ailleurs, j'imagine, a été créé à un moment où Medium, voilà, il fallait aller plus loin. On est aujourd'hui dans une conception de la littérature jeunesse qui est quand même lue en partie par des adultes. On a ce concept de jeune adulte qui, moi, n'existait pas quand j'étais en sixième, on lisait Balzac et enfin, on passait de cette tranche des 10 ans, ces merveilleux 10 ans, au monde adulte sans littérature spécifique. Et je crois qu'aujourd'hui, on a quand même de toute cette nuance dans la littérature de jeune adulte. Moi, j'espère que je peux être lue par effectivement des enfants de 10 ans et des adultes. Après, je sais, c'est pas nous qui nous occupons de ça. Finalement, l'école des loisirs est là pour ça. Et c'est surtout après le travail des libraires. Et je sais que là, c'est plus dur pour eux, effectivement, de devoir. Donc, je les encourage à lire nos livres pour pouvoir se faire une idée par rapport à leur lectorat, parce que ça aussi, c'est très particulier. Ils ont un problème de classement, de rangement, surtout pour. Mais je vois que quelqu'un a parlé des couvertures et je pense qu'en effet, le choix des couvertures, parce que je vois enfin qu'il y a des commentaires à côté, donc je vais essayer de ne pas tout regarder d'un coup. Le choix des couvertures, oui, ça oriente beaucoup, mais on n'a pas envie non plus que ça ferme. Enfin, moi, alors Victor, les illustrations, moi j'en ai qu'une en couverture que j'aime beaucoup. Les illustrations que Victor a qu'il offre dans son livre sont absolument sublimes. Mais là encore, je ne crois pas qu'elle s'adresse à une tranche d'âge en particulier. C'est chacune une œuvre d'art. Donc, pour le coup, c'est aussi dommage de passer à côté. Et c'est vrai que le choix, une fois qu'il y a une œuvre qui est choisie en couverture ou une couverture qui est choisie, on se dit, bon, oui, ça oriente. Mais ça reste une image sur l'ensemble du livre. Donc, c'est parfois un peu difficile pour nous. Sur les couvertures, ou en tout cas l'ouvrage d'Agnès, est-ce qu'il a été question d'une carte ou d'un plan par rapport à Londinium Je suis sûre que vous êtes au courant en fait, des heures que j'ai passées, des horribles heures passées à me dire que j'avais vraiment pas le don ni du dessin ni de la spatialisation. Donc cette carte existait très clairement dans mon cerveau. Des milliers de brouillons témoignent de mes tentatives. On a fini par essayer d'adapter les espèces de dessins que j'avais donnés et de les professionnaliser un petit peu, que ce soit plus propre, et c'était encore pire. Donc on a abandonné cette idée parce que c'était un peu tard au moment où j'ai dû admettre que ce n'était pas possible. Et dans le deuxième tome de Londinium, il y a une magnifique carte voilà, qu'Emmanuel Polanco, donc je le remercie parce que c'est lui qui a fait cette couverture que moi je trouve magnifique et qui a réussi à dessiner la carte qu'il y avait dans mon cerveau, ce qui n'est pas... voilà, c'est une des cartes qu'il y a dans mon cerveau. Et je le remercie très, très chaleureusement. Et on va mieux suivre, en effet, mais j'espère qu'on peut suivre l'histoire et les aventures sans savoir exactement où on est sur la carte. Mais c'est vrai que... C'est un bonus.
Oui, et puis moi j'avais en tête. C'est Tolkien. Oui, voilà. Moi j'avais la carte de Tolkien. Alors, je l'ai regardée avant de faire la mienne et ça n'a pas aidé. Mais c'est vrai qu'on sentait la frustration, en lisant le livre, on sentait la frustration de l'écrivain qui n'avait pas pu matérialiser la carte. Ça se sentait, peut-être inconsciemment, en tout cas, j'ai peut-être eu Bah oui, on veut la une carte. hallucination, mais on la voulait, oui. Mais c'est le problème de la carte. Et puis Victor parlait d'aventure tout à l'heure. Je pense qu'on a. Je crois me souvenir que lui, autant que moi, a aimé l'île au trésor et que voilà, je crois que l'histoire de la carte dans tous les livres pour jeunesse, elle est quelque part sous-jacente. Enfin, j'espère. Sandra? Oui, bonsoir tout le monde. On est tous un peu des grands enfants toujours, et surtout vous, je pense, Agnès et Victor, puisque vous écrivez pour la jeunesse. Mais je me demandais justement, une fois que vous avez terminé votre roman, est-ce que vous avez autour de vous des sortes de cobayes, c'est pas très joli comme mot, mais des enfants ou des adolescents qui peuvent lire votre texte pour un petit peu tester leur efficacité, notamment on parlait tout à l'heure de la langue, mais aussi de l'histoire. Bon, parce que ça, Hélène, je pense qu'elle sait le faire, puisqu'elle est l'éditrice, voilà, elle est habituée. Mais vous, en tant qu'auteur, on n'a pas toujours le recul nécessaire. Est-ce que vous testez vos textes, en fait, autour de vous, ou pas du tout, ou vous les envoyez directement à Hélène? Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants testeurs, malheureusement. Alors, de moins en moins, plus je suis prolixe et plus je produis, et moins ils ont envie de tester. Mais c'est surtout que c'est-à-dire que ces enfants sont les miens, donc ils ont forcément un niveau de langue qui correspond à peu près à celui. Enfin, en tout cas, ils m'entendent avec mes préoccupations et mes. Je ne suis pas sûre que ce soit des cobayes très neutres. Alors j'ai un lapin, effectivement, qui ne sert pas à grand-chose. Et sinon, je fais lire les textes souvent des adultes. C'est vrai, on n'a pas toujours un. Mais je crois que c'est la même chose quand on écrit des textes pour adultes. Enfin, je pense que Victor a fait l'expérience. On fait lire si on arrive à faire lire nos manuscrits à d'autres adultes, qui ne soient pas que notre éditeur, on se rend compte qu'il y a. Moi, au début, j'étais très déstabilisée par les commentaires sur le manuscrit, et puis on le fait lire à quelqu'un d'autre, et puis c'est pas du tout les mêmes commentaires. Les gens n'ont pas lu le même livre, et ça se retrouve, je crois, à chaque fois qu'on rencontre après des lecteurs. Et ça, c'est très rassurant. Et effectivement, on est obligé de laisser cette responsabilité à l'éditeur, à l'éditrice en l'occurrence, qui doit déterminer si ça passe ou pas. En fait, c'est un peu ça l'idée. Après, moi, je vois pour des textes plus jeunes, hein, ne serait-ce que la série Dagfried, qui est quand même très du niveau du langage, justement. Enfin, ce niveau-là est très simple, et même un langage parlé que je m'interdisais jusque-là en littérature. Et je vois bien que la réception d'un texte a priori aussi simple est déjà extrêmement variée. Je disais tout à l'heure, dans une même classe, on peut avoir. Donc, moi, en tout cas, c'est ma réponse à cette question. Avant que vous interveniez, que vous répondiez, Victor, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Donc voilà, préparez-vous, je vais préparer la photo. Comme ça, ceux qui ont les livres peuvent les mettre aussi en avant. Parfait. 3, 2, 1. C'est bon, parfait, merci. À vous, Victor. Oui, alors on parlait de jeune adulte tout à l'heure. Moi, je ne me suis jamais senti jeune adulte. Par contre, je me sens en permanence vieil enfant. Et donc, quand j'écris, j'ai 10 ans. Enfin, j'ai aussi 36 ans, mais j'ai aussi 10 ans. Et donc en effet, c'est limité par l'enfant que j'ai été et les enfants que je connais autour de moi. Et donc, je n'ai jamais testé les livres que j'écrivais. Je les envoie après aux enfants que je connais. Alors, l'enfant dont je suis le plus proche, c'est mes neveux, parce que je n'ai pas d'enfants. Mais je les fais lire à d'autres adultes qui sont capables de se projeter dans l'enfance. Et je crois vraiment qu'en effet, le travail d'écrivain, mais pour les adultes comme pour les enfants, enfin d'écrire pour les adultes comme pour les enfants, c'est un travail qui consiste à rester relié
à l'enfant qu'on a été ou qu'on aurait pu être. Et donc, c'est aussi ça qui, pour moi, rend l'écriture de ces livres pour la jeunesse si plaisante. C'est-à-dire que c'est un moment où j'ai à nouveau les 10 ans que j'ai encore, mais je peux l'être complètement, les 10 ans, les 12 ans, peut-être les 8 ans ou les 6 ans. J'aimerais écrire pour des enfants plus jeunes des livres plus tard. Et donc, je sais que, et c'est d'ailleurs ce que tu racontes, c'est très vrai. J'ai écrit 3 livres pour les enfants. Le premier est un conte philosophique russe. Il y a des enfants qui étaient très jeunes et qui ont complètement compris le livre. Il y a des enfants qui étaient très jeunes et qui ont été arrêtés par la difficulté du langage. Mais donc on ne pourra jamais s'adresser à tous, ni à toute une classe d'âge. Mais par contre, évidemment, tenter d'être relié à la façon dont un enfant reçoit le texte, c'est très important. Je crois oui, c'est exactement. Merci, tu as très bien dit ça. Cette part d'enfance qu'on va chercher, je me suis rendu compte dans Londinium, je crois que c'est la première fois. En fait, j'ai senti ce décalage, c'est-à-dire que cet enfant de 6 ans, de 8 ans, de 10 ans qui prend plaisir, qui est au cœur, je crois, de nos livres quand on écrit. Évidemment, on écrit avec la distance qui permet, moi en l'occurrence, j'ai l'impression que cette distance me permet de supporter l'enfance que je trouvais insupportable. Et c'est quelque chose, ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif, que c'est noir, mais c'est cette distance qui permet d'écrire tout en gardant ce ton. Tout d'un coup, avec Londinium, évidemment, je n'étais pas dans des préoccupations autant dans la série des voisins mode d'emploi que je fais en parallèle. C'est une petite fille, ça se passe aujourd'hui. Elle a des préoccupations qui étaient très proches sûrement de l'enfant que j'étais. Et tout à coup, là, je me rends compte que j'écris pas. Évidemment, il n'y a pas à l'adolescence, on commence aussi à recevoir des textes, mais ça marche aussi dans l'enfance, c'est absurde ce que je dis, mais il y a je crois qu'il y a effectivement une distance dans Londinium entre le sujet et le lecteur, parce que j'ai envie de parler de choses qui ne sont pas forcément faciles à aborder à cet âge-là, mais qui représentent des enjeux aussi qu'on peut avoir. Je me noie dans ce que je suis en train de dire. En fait, je crois que ce livre, pour moi, est un espèce d'ovni, donc j'ai du mal à en parler. Je me rends compte qu'il y a trop de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses, oui, il y a beaucoup de thématiques, oui. Oui, mais aussi beaucoup de... C'est très compliqué cette période de l'adolescence. Quand on me dit, voilà, vous avez écrit un livre pour les adolescents, j'ai du mal à... je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est un adolescent à part un animal en train de devenir humain et de regretter ça. Je pense au livre je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, le livre de Quentin Blake qui s'appelle Zagazu, enfin je ne sais plus comment c'est en français, où on voit cet animal qui grandit. Donc les parents reçoivent ce joli petit bébé rose qui se transforme et qui passe par tous les stades. Il y a l'éléphant, le pélican, l'espèce de yéti à l'adolescence avant de redevenir un être humain. Et moi, je crois que, comme Victor, je pense qu'on est tout le temps en train de varier entre le pélican, l'éléphant, le yéti, et que c'est notre façon d'être humain. Donc, voilà. Je reviens sur le livre de Victor. Et quelque chose qui m'a frappé, c'est que le mari est quasiment inexistant de l'histoire. C'est donc le beau-père, le Maharaja, qui tient ce rôle de séquestrateur. Pour le coup, c'est plutôt rare. C'était une volonté d'éviter ce fameux conflit homme-femme, mari-femme en tout cas, et de sortir un petit peu des sentiers battus. Eh bien, il est en effet donc celui qui épouse Shakti, qui s'appelle Vivek, est un personnage un peu effacé parce qu'il se retrouve lui aussi dans une vie qu'il n'a pas vraiment choisie. Il est prince, et en fait, ce qui l'intéresse, c'est pas vraiment, comme peuvent le dire certains adolescents, garçons, c'est pas vraiment l'amour ni cette jeune femme, c'est les chevaux, le polo, sa vie de jeune homme. Et il se trouve que
que c'est pendant une partie du livre, en tout cas, un personnage un peu effacé, secondaire, et que c'est Shakti qui a toute la place. Ouais, pour moi, c'est un livre dans lequel le personnage féminin l'emporte par sa puissance, par sa capacité de résistance, par sa capacité de narration, parce que c'est ce qui se joue aussi dans Les Mille et une nuits. Scheherazade est la femme qui l'emporte sur la tyrannie masculine. Et donc je voulais qu'il y ait un méchant très méchant, et en même temps qu'il y ait une possibilité de réconciliation. Et donc le méchant très méchant, il va être incarné par le vizir, et par le Maharaja, mais qui a une capacité à changer. Et donc, je ne sais pas si j'évite les conflits hommes-femmes. Je crois quand même qu'il y a de la violence masculine qui s'exerce véritablement. Alors, pas homme-femme, hein. Pas homme-femme, je me suis corrigé, mais mari-femme. En tout cas, Marie. voilà, sur ce côté-là, en tout cas, En fait, on n'y est pas. Et tant mieux. il y a aussi une violence, en fait du vieux monde contre la jeunesse, parce que ce sont deux jeunes qui, c'est un mariage arrangé plus ou moins, enfin c'est un mariage obligé, disons, et deux jeunes qui tentent de vivre une vie de jeunesse, tandis que ce qu'on leur impose, c'est eh bien la vie réglée d'une princesse, la vie contrainte, les contraintes mondaines, les contraintes politiques, les contraintes existentielles. Et donc c'est une histoire de libération. Et donc les deux vont se libérer différemment. L'une va être forcée à se libérer parce qu'elle est véritablement enfermée, l'autre va se libérer peut-être plus lentement ou par le biais de celle qu'il a épousée. Et donc, je voulais protéger le prince Vivek pour qu'il puisse y avoir un final grandiose. Parce que je voulais qu'il y ait un final grandiose, parce que voilà, c'est un livre avec des gros moyens. Il y a des voitures de luxe, il y a des hélicoptères, il y a un feu d'artifice. Voilà, ça vaut rien. Si je l'avais fait en film, le budget aurait explosé. Et là, je voulais faire exploser le budget pour qu'on en ait plein les yeux aussi. Et pour que voilà, et j'assume complètement le happy end. J'avais envie, j'aime refermer un livre et être content. Et là, je voulais qu'on referme ce livre et qu'on soit très, très content. C'est réussi. Ginny? Bonjour. Du coup, on est bien raccord avec ma question. Donc, merci de ces interviews. Shakti, son objectif, c'est quand même de tenir un jour de plus et de trouver une solution. Arsène, on est sur la quête de la vérité. Donc, du coup, est-ce que j'ai l'impression que l'espoir est quand même un moteur très important dans ces deux histoires. Et est-ce que c'est l'élément indispensable pour un livre jeunesse ou alors pour un livre tout court? Pour moi, c'est un élément indispensable pour la vie tout court. Donc, et il n'y a pas de plus belle allégorie, en effet, que cette histoire de Scheherazade. Pour l'espoir. Alors moi, le livre se termine sur l'espoir de la suite. Donc, l'espoir va se développer. Enfin, il va en falloir beaucoup pour tenir les 5 tomes. Hein, mais... Oui, parce que là, on part en Allemagne, hein, nazie. Donc, en effet, l'espoir, pour le coup, il n'est pas forcément dans le tome 2. Mais il est tous les jours, l'espoir. Oui, oui. Sinon, on ne peut pas traverser l'Allemagne nazie. On peut pas, enfin, surtout quand on est un lapin, c'est quand même c'est très, très pénible. Et non, je crois que recommencer chaque jour, l'espoir, il est renouvelé à chaque page et à chaque. Enfin, c'est vraiment, c'est très lourd comme allégorie, mais c'est tellement ça l'histoire de Scheherazade. C'est juste l'histoire de la survie et de la vie pour moi. Je te laisse. Oui, je pense que je suis, et peut-être nous sommes des grands désespérés. Et donc, à la mesure du désespoir qu'on traverse et de la difficulté à vivre, on a besoin de trouver des moyens de relancer un désir de vivre. Et donc, pour moi, le désir de vivre, c'est véritablement d'écrire des histoires. Ça peut sembler un peu grandiloquent comme ça, mais c'est le cas. C'est-à-dire que sinon, le réel me semble tout à fait invivable. Donc j'ai besoin à la fois d'organiser le chaos et d'organiser le désespoir en me racontant des histoires, en lisant aussi, en découvrant, en inventant.
Et c'est en ça, en effet, que l'histoire de Scheherazade me semble essentielle. En fait, c'est qu'elle ne raconte pas l'histoire d'une époque, elle raconte en fait notre besoin éternel d'histoire. Et sans doute que si j'allais encore plus loin, l'humanité et notre humanité sociale s'est construite au moment où des gens autour du feu se sont mis à se raconter des histoires le soir, et ça leur a permis à la fois de traverser la nuit, d'organiser leur vie sociale, d'échanger, de s'entendre sur des valeurs, et donc ça leur a permis de continuer à vivre, parce que sinon ça serait la guerre de tous contre tous. Et s'il n'y avait pas ça, et véritablement les bourreaux ne feraient qu'assassiner les gens qu'ils emprisonnent. Et donc voilà, j'ai l'impression là d'employer des très très grands mots, mais c'est ça. Notre besoin d'histoire est anthropologiquement essentiel, et essentiel donc à notre vie individuelle et à notre vie sociale. Donc c'est un espoir individuel et collectif. J'avais une double question. La première, c'est si vous avez tout simplement une préférence par rapport au public que vous visez. Est-ce que vous vous éclatez, entre guillemets, davantage quand vous écrivez des romans adultes ou des romans jeunesse? Pour Victor, j'imagine, il nous a déjà donné une piste, peut-être une préférence pour les romans jeunesse, puisqu'il considère qu'il est encore un grand enfant, mais on en parlera. Et la deuxième question, tout simplement, qui rejoint un petit peu la première, sur la tentation d'en faire un roman adulte. Vous avez tous les deux deux univers avec ces livres-là, qui auraient très bien pu être adaptés à un public adulte en poussant davantage peut-être le curseur sur le langage ou en tout cas sur l'histoire, notamment pour Victor. Mais est-ce que c'était une tentation pour vous ou au contraire, il fallait absolument que ce soit pour les adolescents? Par rapport à ce que disait Victor, je reviens à son âge, je me rends compte que moi, dans la même journée, je passe par, quand j'ai dit toutes les phases tout à l'heure en parlant des animaux de Quentin Blake, je passe par tous les âges dans la même journée. Donc, au moment où j'écris une histoire en particulier et que j'ai dit tout à l'heure, il y a une forme intuitive qui naît avec l'histoire que je suis en train de raconter et un langage qui s'adapte. J'ai autant de plaisir au moment où je suis en train de le faire. J'écris que, enfin, c'est très égoïste, mais je crois qu'on écrit que pour le plaisir que ça nous donne au moment où on le fait, et après on le porte, mais il y a quand même cette notion de plaisir. Moi, j'écris que si ça me fait plaisir, et ce plaisir, il est en adéquation à un moment donné avec une histoire, un type de langage. Et le moment où j'écris un Dagfrid, j'ai autant de plaisir. Alors peut-être quand j'écris des romans pour les adultes, il y a plus de souffrance, parce qu'il y a toujours la conscience du lectorat qui est beaucoup moins bienveillant, je trouve, que celui, tout exigeant qu'il soit, qu'on a avec des plus jeunes. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre des lecteurs jeunes, et je remercie d'ailleurs la petite fille qui est là, qui m'a montré ses Dagfrid tout à l'heure, la petite fille de Cécile Bouteka, parce qu'elle est venue, elle a patiemment attendu, donc merci d'être là, on voit ses cheveux. Ce lectorat, il me ravit, enfin, quand il y a des échanges, on a des échanges positifs. Voilà. Et quand un enfant n'aime pas quelque chose, il sait le dire de manière tout à fait agréable. Avec des adultes, c'est parfois beaucoup plus compliqué. Et quand j'écris, je n'arrive pas encore à me défaire totalement de toutes ces exigences contraires, hein, puisqu'il n'y a pas de lecteur identique, et ce poids de référence par rapport à la littérature en général. Je ne sais pas pourquoi, je m'autorise beaucoup plus de liberté en jeunesse, d'où la question, pour répondre à la deuxième partie de votre question, la question du genre aussi. C'est-à-dire que là, du genre en l'occurrence littéraire, j'ai réfléchi. Je vois bien que c'est un texte qui aurait pu être proposé en littérature adulte. Mais il y a un choix de se lancer dans un genre particulier, même si je me rends compte qu'il y en a déjà au moins 10 différents combinés dans le même livre, mais que j'arrive à explorer en me disant la jeunesse, enfin, le lectorat jeune va être aura moins de mal à passer d'une case à une autre. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire ah tiens, Agnès Papier-Daudet, enfin, c'est pas, j'ai pas une presse telle que les gens seraient choqués de mes changements de genre en adulte, mais il y a quand même un peu ça, c'est-à-dire on est toujours un peu attendu. Et il faut de la liberté pour dire voilà, j'ai décidé de vous emmener avec un lapin dans un Londres uchronique
En tout cas, cette liberté, je n'arrive pas encore à la prendre, moi, en adulte. Mais Et c'est là où je voulais en venir, notamment sur le côté de souffrance. En effet, quand on écrit pour la littérature adulte, par rapport aux critiques ou par rapport aux ressentis de certains lecteurs, en effet. oui, s'il y avait que de la souffrance, hein, j'ai quelques tendances masochistes, mais elles sont très contenues et ça reste inclus dans justement le plaisir de surmonter ces souffrances que je mets moi-même sur mon chemin, enfin, et toutes ces embûches. Et quand j'écris pour un public plus jeune, je crois que c'est lié à l'âge. On parlait d'âge tout le temps et de cet enfant avec lequel on renoue. Évidemment, quand j'écris je suis plus à l'aise avec sûrement cette part enfantine de moi, et donc il y a beaucoup moins de jugement je suis beaucoup plus tolérante envers l'enfant en moi qu'envers l'adulte que je ne suis pas encore devenue. Donc ça, c'est plus difficile. Alors, la souffrance de l'écrivain qui réussit. Moi, j'ai commencé par écrire un roman pour les adultes. Et ensuite, j'ai écrit ce conte russe. Et je l'ai écrit exactement comme j'ai écrit mon roman. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que si je pouvais, dans une sorte de monde rêvé, tout sortirait dans la même maison d'édition, adressé à tout le monde, enfants comme adultes. Alors, évidemment, je nie pas complètement qu'ensuite je me tourne vraiment vers les enfants. En tout cas, ce que je sais, c'est que donc, j'ai véritablement un grand plaisir à écrire pour la jeunesse et que c'est un plaisir qui, pour le coup, libère dans mon apprentissage, dans mon évolution dans l'écriture, me libère vraiment. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, le plaisir que j'ai à écrire là, je suis en train d'écrire un roman je commence un roman pour les adultes. Et je l'écris sans doute libéré par la façon dont se sont écrits les romans pour la jeunesse. Je trouve que ça nous permet d'aborder, enfin, moi, ça me permet de retrouver un rapport le fait de raconter, à la narration, au rythme. Et donc, c'est très plaisant et ça nourrit vraiment les autres formes d'écriture. Alors, le plaisir particulier aussi de l'écriture pour la jeunesse, c'est que ce sont des livres plus courts et donc ça occupe un temps moins grand dans l'existence, alors qu'un roman, eh bien, lorsqu'on est lancé dans un roman, c'est quelque chose qui va occuper une partie importante de notre vie pendant des mois et moi même pendant plus d'un an, parfois un an et demi. Je ne sais pas, j'espère que celui-ci ne va pas durer un an et demi, mais on ne sait pas. Et en tout cas, ça occupe l'esprit. Et alors que là, quand j'ai une idée assez formée d'un livre pour la jeunesse, j'en fais un plan et je sais que c'est quelque chose qui, en termes de temps d'écriture, peut s'accomplir très vite et peut exister aussi très vite. Et parce que là, il y a un grand plaisir de l'écriture, puis il y a un plaisir aussi d'aboutir à un objet, de voir des illustrations, que le livre ensuite soit disponible et lu par d'autres. Et donc ce rythme de l'écriture jeunesse, moi, me plaît bien. Et en plus, il vient véritablement, il s'adapte avec le rythme de l'écriture des autres livres pour les adultes. C'est-à-dire que ça me fait respirer au moment où je ne pourrais pas enchaîner l'écriture de romans pour les adultes parce qu'il y a besoin d'une sédimentation d'histoire, de vie, de poésie, d'existence pour que quelque chose naisse en moi. Et donc les deux sont véritablement complémentaires. Et je n'aurais pas envie de transformer Minuit plus sud en roman pour les adultes. Je suis très heureux de l'adresser aux enfants parce que j'aime j'aime l'idée de m'adresser à eux et j'aime l'idée de proposer des histoires. Et c'est une littérature très contrainte aussi, la littérature pour la jeunesse, en fait, parce que c'est contrainte en termes de pages, c'est contraint en termes de façon d'écrire quand même, de vocabulaire, de lexique, de rythme. Et cette contrainte, pour moi, elle est vraiment très libératrice. Ça veut dire que je sais que je dois faire des chapitres qui ne peuvent pas se laisser aller à des digressions immenses. Je sais qu'il faut qu'il y ait des personnages, des images. Et tout ça, ça nourrit et ça fait de l'écriture quelque chose d'agréable, voilà, la contrainte en littérature est une vraie libération. Et de ce point de vue-là, la littérature jeunesse est une vraie libération pour moi.
mais non pas que je me sente complètement enfermé dans la littérature adulte, hein, parce que sinon je ne prendrais pas de plaisir, comme le dit Agnès, à m'y engouffrer. Mais évidemment, voilà, peut-être pour ajouter à ça, la littérature pour les adultes permet aussi d'explorer des questions que la littérature jeunesse ne permet pas de traiter. Enfin, voilà, on va en profondeur, il y a d'autres choses, quoi. Mais je crois que voilà, qu'il y a une... Ouais, bon, voilà, j'arrête. Avant de nous faire une petite lecture de vos 2 livres, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets actuels? Alors pour Agnès, on le sait, c'est le tome 3, mais j'aimerais qu'on dise peut-être un petit mot sur le tome 2, même si le tome 1, il faut qu'il vive, hein, il vient à peine de sortir. On va en parler, ça c'est sûr, mais peut-être un petit teaser sur le tome 2, que va-t-il se passer? Et pour Victor, est-ce qu'on pourrait avoir le thème du prochain livre, ou en tout cas une petite avant-première, si vous avez, bien sûr, avec grand plaisir. Oui, c'est la question des séries, c'est un peu compliqué parce qu'on parle, en effet, il vient de sortir. J'essaie de réfléchir, enfin, je suis vraiment avancée dans le troisième. On a déjà le lieu, en tout cas. Oui, donc, alors il ne se passe pas que en Allemagne, mais après tout né je voulais que ce lapin prenne un bateau, parce que les lapins n'ont pas le droit d'être sur les bateaux. Alors, enfin, maintenant, ça s'est permis, j'ai vu ça pendant les vacances, j'ai vu un lapin sur un bateau, tout est lapin officiellement sur un bateau. Et je voulais qu'il prenne un bateau, je me suis renseignée je regardais les destinations des paquebots qui, en 1933, partaient de Southampton, parce que je voulais qu'il aille là. Bon, voilà, il y a des contraintes comme ça. Et tout d'un coup, l'Allemagne... J'aime bien que ça parte, voilà, que cette nécessité qui paraît très accessoire détermine des choses gigantesques pour l'histoire. Parce qu'évidemment, elles sont là, sous-jacentes, c'est pas pour rien. Il y aurait eu un paquebot qui allait... Enfin, je dis ça, mais bon, il faut toujours que je me limite. Donc là, il allait en Allemagne et je voulais qu'il y ait aussi tout le... Après, il y a des... Enfin, bien sûr, le titre, c'est Sous les ailes de l'aigle. Oui, alors il y a l'enjeu politique de la montée du nazisme, de ces lois de protection de la nature, de tout ce que ça peut représenter. Il y a d'autres enjeux qui sont, on va parler, Arsène va tomber dans une garenne homosexuelle, bon, il va se poser des questions sur l'homosexualité. J'avais envie d'aborder des thèmes de société qui se posent à l'époque, du point de vue d'un lapin, ce qui permet, c'est toujours mes lettres persanes, j'y reviens, enfin, le décalage. Et ensuite, de l'Allemagne, il y avait aussi je voulais qu'il aille à Hambourg, parce que le paquebot arrive à Hambourg, donc c'est pratique. Il y avait tout le monde de la banque, le monde des affaires qui me fascine. Et je me disais, qu'est-ce qu'un lapin peut faire dans la banque? Alors, il va chez les Warburg, qui était aussi... j'ai fait l'histoire de l'art, donc il y avait des clins d'œil aussi. Je voulais qu'il y ait Abby Warburg qui apparaisse dans un livre pour enfants. Voilà, ça c'est des enjeux personnels, mais qui, j'espère, ont un sens dans le livre. Il va visiter cette bibliothèque, et lui qui accède justement au langage, donc il voit le Tractatus de Wittgenstein dans sa langue originale. C'est une des premières bibliothèques automatisées. Moi, j'adore ces histoires de bibliothèques avec des tapis roulants, comment on utilise la rationalisation de l'industrie dans les années 30 à la culture, enfin comment on l'applique à la culture. Ça peut être très négatif, hein, mais il y a plein d'enjeux qui sont nés de ce voyage en Allemagne qui me plaisait beaucoup. Il y avait aussi les premières, pas les premières d'ailleurs, ça fait un moment, mais il y a les gens qui montrent les animaux sont ceux aussi qui montrent des êtres humains. On est encore dans la culture des expositions universelles qui montrent des pygmées et des Inuits, ce qui donnait lieu à une autre réflexion sur ce que c'est qu'être humain et la façon dont on traite les êtres humains au moment où on s'interroge sur la façon dont on traite les animaux. Voilà, il y avait tous ces thèmes qui vont être abordés. Ça reste aussi une aventure. Il y a cette loutre dont on ne sait pas exactement ce qu'elle veut. Il y a la jeune princesse qu'Arsène a rencontrée, la princesse Esther, qui va avoir un rôle plus proéminent. Il y a des enjeux autour de... Mais tout ça, c'est dans l'intrigue, donc je ne peux pas trop en parler, mais c'est... Oui, je crois qu'il faut toujours qu'il y ait à la fois cette intrigue et de l'aventure et des enjeux plus larges et un peu d'amour aussi. Alors peut-être moins que dans le livre de Victor, mais il reste moins. L'avantage, tu parlais de rythme en littérature jeunesse, c'est vrai qu'au début, j'avais cette grande satisfaction d'écrire une histoire que je peux terminer moi-même assez rapidement.
Là, je suis partie dans mes 5 tomes. Ouais, là, Voilà. Donc, on n'est plus dans le même rythme. Donc, je sais qu'il y aura aussi de l'amour, des cascades, pourquoi pas l'Inde. Et puis, pour l'instant, c'est plutôt le Moyen-Orient dans les années 30, enfin, les lieux qui ont été importants. Mais il y a aussi les États-Unis, il y a l'Amérique du Sud, il y a l'Antarctique. Enfin, il se passe beaucoup de choses à cette époque. Voilà. Et contrairement à beaucoup de sagas d'ailleurs, le premier tome en principe où on dévoile, où on commence à peine entrevoir l'intrigue, pour le coup c'est totalement, c'est pas du tout le cas en tout cas dans le vôtre, puisqu'on commence tambour battant dès le premier tome. Il y a déjà beaucoup d'intrigues, beaucoup de choses dès le premier tome. Ça c'est plutôt une grande réussite parce qu'en principe, très souvent, on peut s'ennuyer assez vite dans les premiers tomes qui mettent du temps à démarrer. Là pour le coup, ça commence déjà très vite. C'est l'avantage d'avoir beaucoup d'idées et qui partent dans beaucoup de On directions. l'entend ce soir. Voilà. Je me tais. Non, non, par plaisir, non, non, non. Victor, c'est à vous. Alors, donc les projets, la suite. Alors, il se trouve qu'en même temps que ce livre, Minute Plus Une, sort aussi un autre livre pour les adultes, qui est un roman sous forme de poème, que j'ai sous-titré Roman-poème, qui s'appelle La Grande Aventure. Donc, il y a 2 livres déjà qui existent en même temps et que j'espère accompagner. Et ensuite, alors il y a plein de projets d'écriture pour la jeunesse, mais qui sont pour le moment un peu sous la forme de liste. Et je ne sais pas très bien lequel va venir en premier. Il y a cette réécriture d'Ulysse à travers les yeux du chien Argos, notamment, qui me travaille. Et puis, il y a un roman dont, en fait, pour le moment, j'en dis pas beaucoup plus parce que je me plonge dedans et que voilà, et que c'est pas du tout pour créer un effet de suspense, parce que bon, je sais que ça ne crée pas d'effet de suspense très fort, mais voilà, je me relance dans cette phase où le roman occupe toute la place et on ne sait pas très bien ce que c'est, mais je pense que c'est vraiment pour ça que je fais ça, c'est-à-dire pour d'un coup me retrouver pris par quelque chose qui me dépasse complètement et qui occupe mon esprit en entier. Et donc, ça fait que je me sens très absent du monde en ce moment. Mais très content néanmoins d'être avec vous virtuellement. Mais je m'absente. On comprend. Alors, on va finir cette belle rencontre par vos 2 lectures. On va commencer par Agnès, comme ça Victor a le temps de trouver le bon passage. Oui, alors j'aurais bien aimé avoir le temps aussi. Enfin, vous nous l'aviez laissé, mais je suis incapable de trouver le bon passage. Donc, Alors, vais le lire mon premier, passage. voilà, oui, le premier qui trouve commence. Voilà, c'est au milieu du livre et donc voilà, c'est le chapitre 8 qui s'appelle Albert. Albert est le frère d'Arsène, mais on ne va pas en parler dans cet extrait, je vous le dis quand même pour votre nouvelle. Arsène embarqua sur le quai des Farines, où des rats musqués pesaient les sacs débarqués des péniches, importés du sud du pays. Le lapin eut beau faire attention, il macula son costume de la fine poudre blanche qui jonchait les quais et passa le reste de la traversée à frotter vigoureusement le tissu pour s'en débarrasser. On était toujours en ville, mais l'air changeait, légèrement plus iodé, alors qu'on se rapprochait de la mer et que les fumées se raréfiaient. Quelques dizaines de minutes plus tard, il sautait sur le débarcadère de Willowburn. Ici, tout était comme avant, du moins en apparence. De jeunes moutrons folâtraient dans les roseaux, des crapauds, absents des eaux polluées du centre, assuraient l'ambiance sonore. Comme chaque fois, Arsène se dit qu'il devrait venir plus souvent. Comme chaque fois, il penserait exactement le contraire quelques heures plus tard. Déjà, il fallait éviter les traces de boue sur son costume. D'ailleurs, personne ne portait le costume ici. Les vêtements même étaient rares. Ensuite, il fallait saluer des dizaines d'animaux âgés, qui tous l'avaient connu plus jeune et le trouvaient changé. Mais c'était tous les jours qu'Arsène s'efforçait de changer, luttant pour son évolution. Il était presque vexé que l'on en soit surpris. Surtout que ces vieux ne le complimentaient jamais sur ses vêtements ou ses manières. Ils ne s'intéressaient qu'à la taille de ses poils et de ses oreilles. Comme s'ils n'avaient pas changé, eux. Et puis Arsène ressentait chaque fois une certaine appréhension. Est-ce que sa mère serait toujours en vie? Il accélérait alors pour la dernière centaine de mètres, comme s'il devait soudainement la sauver d'une mort certaine. Et il trouvait toujours la lapine confortablement installée devant son clapier. Elle lui faisait alors remarquer que son costume était maculé de farine, lui rappelait la date exacte de sa dernière visite et le temps écoulé depuis. C'est pourquoi, en approchant, il fut surpris que personne ne l'interpelle.
Il devait y avoir un rassemblement d'anciens quelque part. Aucun d'entre eux ne prenait le soleil printanier devant sa porte. Cependant, il était encore tôt. Il n'était jamais venu dans les faubourgs avant midi. Peut-être que tout cela était habituel. Il fut plus inquiet en ne voyant pas sa mère devant son clapier. C'était sûr, elle était morte. Personne n'avait su comment le prévenir. Son cœur s'accéléra et il bénit sa consommation régulière de lucernum, car n'importe quel lapin normalement constitué aurait risqué l'arrêt cardiaque face à tant d'émotions, juste après une longue course. Il s'approcha du clapier en espérant que sa mère ne venait pas de mourir à l'instant et que ce n'était pas lui qui découvrirait le corps. Cela ne lui était encore jamais arrivé, mais il craignait d'avoir davantage une réaction d'humain que de lapin. Il fit un bond d'un bon mètre lorsque la porte s'ouvrit d'un coup. Le suspense est à son comble. Je vous rassure, maman est toujours en vie. Allez, c'est à vous, Victor. Eh bien, j'ai choisi un passage donc, qui est aussi au milieu du livre à peu près. Donc, Shakti est cette fois-ci enfermé dans une geôle du terrible Maharaja. Shakti passe la journée dans cette cellule humide, seule, sans rien boire ni manger. Quand enfin elle voit le soleil se coucher par l'embrasure, elle entend un cliquetis dans la serrure. Il fait sombre, mais ses yeux se sont habitués. Un homme entre. Il a les cheveux ras, des petits yeux enfoncés dans leurs orbites et sa chemise est ouverte sur un corps musculeux. C'est le bourreau envoyé par le vizir. Il avance lentement vers elle et pose un pistolet sur sa tempe. Le métal glacial de l'arme la fait frissonner, elle sent sa mort toute proche et tombe à genoux. « Je vous en supplie, crie-t-elle, accordez-moi une faveur. » « Dis toujours, » répond le bourreau. « Laissez-moi raconter une histoire, je ne demande rien d'autre. Après, je vous laisserai faire ce que vous avez à faire. » L'homme, étonné, hésite. Il s'éloigne à l'autre bout de la pièce, puis le pistolet toujours pointé sur elle, il lui fait un signe. « Parle. » C'est l'histoire d'un petit garçon, commence Shakti. Il est orphelin. Il porte des lunettes rondes et vit en Angleterre chez son oncle et sa tante, avec son cousin, des gens bêtes et méchants. On le fait vivre dans un placard à balai sous l'escalier. Mais un jour, il apprend qu'il va entrer dans la prestigieuse école des sorciers. Shakti s'interrompt un instant à peine. « Et après ?» lui demande le bourreau. S'il est orphelin, c'est que le plus puissant, le plus cruel et le plus redoutable de tous les sorciers a tué ses parents, continue-t-elle. Dans le monde des sorciers, on l'appelle celui dont on ne doit pas dire le nom. Mais juste avant de mourir, ils ont lancé un sort pour protéger leur fils. Grâce à cela, lorsque le sorcier maléfique a voulu le tuer, son sort a ricoché et il a été lui-même anéanti. Ça a laissé au jeune garçon une cicatrice en forme d'éclair en haut du front et l'a rendu très célèbre dans le monde des sorciers, même s'il ne le sait pas encore. Mais la disparition de celui dont on ne doit pas dire le nom n'était que provisoire. Déjà, il rassemble ses forces et s'apprête à revenir. Sa vengeance sera terrible. Et ensuite, Shakti raconte encore. Le bourreau la relance sans cesse, son arme n'est plus pointée sur elle. S'il y avait un peu plus de lumière dans le cachot, on pourrait voir ses petits yeux briller au fond de leurs orbites. Il frémit parfois, il veut savoir la suite. Il voudrait qu'elle ne s'arrête jamais de raconter tant elle le fait avec talent et puissance. Elle laisse des choses en suspens pour que l'attente et les révélations soient plus fortes. Elle raconte les aventures avec une habileté incroyable, donne des détails cinglants. Les chouettes qui livrent le courrier dans l'école des sorciers, les licornes dans la forêt, les tableaux qui prennent vie, le troll et le serpent géant. Les choses s'inversent. Shakti est captive, mais le bourreau est captivé. Elle le tient en otage dans les filets de son histoire. Peu à peu, elle oublie qu'elle est dans ce cachot au mur de béton constellé de taches humides. Le bourreau, lui, n'y est plus depuis longtemps. Il est avec le petit sorcier à lunettes et a la cicatrice en éclair sur le front. Il jette des sorts avec lui, il apprend à voler sur un balai. Shakti raconte toute la nuit. Au petit matin, son histoire est presque finie, elle s'inquiète. Elle prononce les derniers mots de l'histoire et craint que ce soit aussi les derniers de sa vie. Elle sait que puisqu'elle a fini de raconter, le bourreau va la tuer. Mais il se tait. Il a le regard vague, comme s'il était perdu dans un autre monde. Il marche vers Shakti, qui voit le canon de son pistolet s'approcher de son visage. Elle ferme les yeux et retient sa respiration. Elle voudrait pouvoir disparaître dans une cape d'invisibilité comme le petit sorcier de son histoire. Puis le bourreau baisse soudain son arme. Son bras semble n'avoir plus aucune force. « Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ton histoire était belle, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendue quelque part ou de l'avoir rêvée. On ne peut pas tuer quelqu'un qui raconte aussi bien, finit-il par dire. Il se retourne et marche vers la lourde porte. « Accorde-moi une dernière chose, murmure Shakti.
C'est déjà beaucoup, puisque je ne te tue pas, je vais être obligé de fuir le royaume et la fureur du Maharaja. Shakti enlève sa bague en émeraude et la lui tend. Apporte-moi un carnet, le plus simple, le premier que tu trouveras. Tu pourrais le glisser par l'embrasure de la fenêtre. Le bourreau prend la bague des mains de Shakti, sort un petit carnet froissé de sa poche et le pose sur le sol poussiéreux de la cellule. Une bague en émeraude, c'est très cher payé pour un carnet de rien du tout. Mais pour Shakti, ça n'a pas de prix. Elle l'attrape comme si c'était une pépite d'or pur. Shakti sait que dès demain, un nouveau bourreau viendra accomplir son noir devoir. Mais elle vient de gagner une nuit. C'est déjà beaucoup. Merci. Merci à tous les deux. Merci Hélène. Merci Hélène et merci Léa de l'École des loisirs. C'était une superbe rencontre, mais vous incarnez parfaitement les deux livres que vous avez écrits. On sent à chaque fois que dans vos mots parlés, les mots écrits sont exactement les mêmes. Et j'adore voir cette incarnation parfaite à l'oralité et à l'écrit. Alors merci infiniment pour les écrivains que vous êtes, parce que, à mon sens, vous faites beaucoup pour les adolescents, et tant mieux. Voilà. Merci à tous les deux. Merci Hélène. Merci à tous. Merci pour vos messages. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir à tous.